Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live qui est consacré aux protéines végétales ce soir. Nous allons donc passer 1 heure en compagnie de Claude Aubert et de Lilian Le Goff, qui sont auteurs de ce livre, ici, les protéines, priorité aux végétales, préserver sa santé et protéger la planète. Bonsoir Claude, bonsoir Lilian. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'animer ce live avec nous. Alors, je vais d'abord vous présenter en quelques mots chacun. Alors, Claude, vous êtes ingénieur agronome, vous êtes diplômé de l'Institut national agronomique de Paris, vous êtes le pionnier de l'agriculture biologique en France, vous avez été secrétaire général de Nature et Progrès pendant de nombreuses années, vous avez été aussi membre du conseil d'administration de l'IFOAM, qui est la Fédération internationale des mouvements d'agriculture biologique, et vous avez participé à la rédaction du premier cahier des charges de cette organisation, qui servira plus tard de base à la réglementation européenne. Enfin, vous êtes l'un des cofondateurs de Terre Vivante, que vous avez dirigé jusqu'en 2004, et vous êtes auteur de nombreux livres spécialisés dans les relations entre la santé, l'environnement et l'alimentation. Et vous vous consacrez aujourd'hui à vos activités de conférencier, d'auteur et de consultant. Lilian, vous êtes médecin et environnementaliste, vous êtes animateur de réseaux associatifs, impliqué dans les relations entre l'environnement, la santé et l'importance d'une alimentation de qualité à la portée de tous. Vous avez été administrateur de France Nature Environnement, membre du comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot et du comité de pilotage du plan régional santé-environnement de Bretagne. Vous êtes cofondateur de la Biocoop de Lorient et vous êtes l'un des pionniers depuis 1998 de l'instauration de menus intégralement bio, sans surcoût, servis en restauration collective. Et vous intervenez auprès de collectivités territoriales pour relocaliser une alimentation saine et équilibrée. Vous êtes l'auteur notamment de Nourrir la vie et de Manger bio, c'est pas du luxe. Voilà, ces présentations étant faites, je pense qu'on a à peu près fait le tour de vos vocations respectives. Je rappelle, avant de commencer, que nos auditeurs peuvent poser des questions dès maintenant, donc n'hésitez pas. Et en attendant que la première question arrive, d'abord, je vous interroge tous les deux. Pourquoi ce livre? Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au sujet des protéines végétales? Écoute, je commence. Claude, commence. Toi, Claude, oui, bien sûr. Écoutez, ça fait 40 ans que je parle. Quand j'ai sorti il y a 42 ans un bouquin, à une époque où tout le monde disait les légumineuses, c'est pas bien, ça se digère mal, c'est même pas bon pour la santé. J'ai commencé à dire le contraire. Bon, il a fallu pas mal d'années pour que pas mal de gens se rallient à ça. Et voilà, depuis, j'ai entre-temps publié un livre à Terre Vivante, d'ailleurs, sur les légumineuses. Et voilà, j'ai toujours été passionné par les protéines végétales et en particulier sous l'angle des légumineuses. Moi, en ce qui me concerne, eh bien, j'ai toujours été sur le plan gustatif, donc par le plaisir de manger, séduit par les plats à base de protéines végétales, mais à l'origine sans savoir que c'était bien pour les apports en protéines d'ailleurs. C'était simplement quelque chose d'assez intuitif, quoi. Et ensuite, bon, je suis devenu médecin et là, je me suis rendu compte de l'importance de l'alimentation pour notre santé et que globalement, et depuis longtemps, on mange vraiment beaucoup trop de viande par rapport à nos besoins déjà. Et que donc, s'il s'agit de réduire la viande et s'il faut la remplacer par quelque chose, là, j'ai creusé le sujet et je me suis aperçu que dans ce que j'aimais bien, eh ben, il y avait des protéines et même parfois plus de protéines que la viande rapportée au pois sec. Et les plats qui me séduisaient, qui me séduisent toujours et même encore plus, c'est par exemple le couscous, la cuisine libanaise par exemple. En plus, on a l'impression de jouer un peu la dinette quand on mange au restaurant libanais. Enfin voilà. Donc c'est à la fois le plaisir de manger et puis l'étude, la connaissance qui m'a amené à m'intéresser vraiment aux protéines végétales. Et puis ensuite, bon, je suis médecin, mais je suis aussi engagé dans le secteur associatif depuis très longtemps, ProBio,
Moi, je suis donc un pro-bio versant, disons, consommation, alors que Claude est un pro-bio versant agronomie, disons. Et donc, à titre associatif, là aussi, il a fallu que je creuse vraiment le sujet quand j'ai participé à la cofondation d'une Biocoop. Enfin, Biocoop n'existait pas encore à l'époque, c'était en 1986. Et donc, effectivement, il a fallu que je m'intéresse de près aux produits, aux alternatives de la viande avec les céréales complètes et les légumineuses essentiellement, quoi. Et puis ensuite, j'ai été amené à instaurer des menus tout bio parce que le problème du bio, c'est que c'est cher, c'est toujours trop cher. Et puis même à l'heure actuelle, on fait toujours le même reproche à la bio. Et donc, j'avais à cœur de prouver qu'on pouvait manger bio sans surcoût et avec des budgets modestes. Dans la COP, par exemple, qui s'appelle SCTP à Lorient, beaucoup de nos clients étaient des jeunes ménages au RSA, donc vraiment qui avaient très peu de moyens et qui mangeaient bio tout le temps. Donc, grâce aux protéines végétales. Et en restauration collective, j'ai prouvé aussi le possible dès 98, grâce à la complémentarité céréales légumineuses qui permettent quand même de manger un peu de viande, mais beaucoup moins fréquemment. Donc voilà tout le parcours qui m'a amené vraiment à creuser le sujet et à commettre ce bouquin de concert avec mon vieux compagnon de route, Claude. Alors, pour poser le cadre encore un peu plus, justement, c'est quoi, pour commencer, les sources des protéines végétales? On les trouve où, les protéines végétales? Alors moi, je vais commencer parce que quand j'ai commencé à m'intéresser aux légumineuses, dans mon esprit même, moi, mais dans l'esprit de tout le monde, et encore aujourd'hui, protéines végétales égale légumineuses. Et bien sûr, ce sont une des grandes sources de protéines végétales. Mais ce que j'ai découvert et ce que j'ai particulièrement apprécié d'ailleurs dans l'approche de Lilian, c'est de rappeler que la première source de protéines végétales dans l'alimentation quotidienne partout dans le monde, ce n'est pas les légumineuses, c'est les céréales. Et alors, elles en contiennent beaucoup moins, mais comme on en mange beaucoup plus, finalement, c'est elles qui viennent en tête des sources. Il y a une troisième source auquel on s'est intéressé plus récemment, c'est les fruits à coque, qui ont à peu près les noix, les amandes, noisettes, etc., qui ont à peu près la même teneur en protéines que les légumineuses, et qu'on a diabolisé parce que c'est très gras et soi-disant ça faisait grossir, alors que ce n'est pas vrai du tout. Donc voilà, les trois grandes familles, c'est ça. Après, il y en a un peu partout ailleurs, hein, mais les trois bases, c'est celle-là. Mais Lydia, tu auras peut-être des choses à rajouter, sûrement même. Moi, je rajouterai un tout petit peu les algues. Je suis breton et c'est une ressource d'avenir, les algues. D'accord. C'est encore anecdotique, hein, il faut être sérieux. Non, les trois principales sources, c'est bien les céréales peu raffinées, les légumineuses et les fruits à coque, effectivement. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut retracer un peu l'historique de la consommation des protéines végétales et puis du basculement protéines végétales, protéines animales? Parce qu'en fait, il y a longtemps, l'alimentation était surtout végétale. Et puis tout d'un coup, l'animal a pris une large part dans nos assiettes. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de ça? Pourquoi, comment cela s'est produit? Oui, Et comment on en c'est sort? important d'avoir une petite notion historique de l'évolution de l'alimentation. Et entre les deux guerres, en fait, le végétal était largement prédominant par rapport à l'animal. Et les familles qui avaient les moyens ne mangeaient pas pour autant de la viande à tous les repas, parce que cela faisait partie de la culture nutritionnelle et culinaire d'avoir affaire à beaucoup plus de végétaux que de produits animaux. Bon. Et puis ensuite, avec les 30 Glorieuses, il y a eu une explosion de la production et donc de la consommation de protéines animales. Et donc, c'est la Révolution verte qui a accompagné ce développement parce qu'il fallait nourrir nos paysans qui sont devenus des agriculteurs puis des exploitants agricoles devaient nourrir la France, voire l'Europe. Les Allemands devant faire rouler les Européens en Volkswagen. Enfin, il faut avoir conscience de cela. Et donc, comme on a boosté les productions, il fallait ensuite qu'il y ait des débouchés, notamment dans nos assiettes. Ce qui fait que là, je tiens beaucoup
faire remarquer cela, c'est que normalement, ce sont les besoins, nos besoins de consommateurs qui devraient conditionner un certain type de production alimentaire. Donc, c'est l'alimentation qui devrait fixer la feuille de route de l'agriculture. Or, depuis l'après-guerre, avec les temps glorieux, on a complètement inversé la donne. On s'est lancé dans une surproduction en définitive, et puis en plus il fallait exporter, donc une surproduction notamment de produits animaux, et du coup on est devenu surconsommateur de protéines carnées essentiellement, hein, produits animaux et surtout carnées. Et cela a des conséquences très importantes pour notre santé, puisque si on mange trop de produits carnés, on mange aussi trop de graisses saturées, c'est automatique, ce qui favorise les surpoids, ce qui favorise indirectement le diabète pour d'autres raisons, et les maladies cardiovasculaires et certains cancers. Donc les trois principaux fléaux de santé publique sont directement liés à cela. Et rajouter le fait que d'un côté on mange de trop et ipso facto, je dirais-je, on mange pas suffisamment donc de végétaux, qu'on mangeait beaucoup plus auparavant. Or, le gros intérêt des ingrédients qui apportent des protéines végétales, donc on les a cités tout à l'heure, apportent en plus des protéines beaucoup plus de nutriments protecteurs. Et certains ne se retrouvant même pas du tout du côté animal. Les fibres alimentaires, par exemple, ne se trouve que dans le règne végétal, et celle qui apporte le plus de protéines tout en apportant le plus de fibres, rapportées encore une fois au poids sec, ce sont justement les légumineuses. S'il fallait dresser une sorte de hit-parade des aliments, sans conteste, les légumineuses se situent en tête de ce hit-parade, d'accord? Donc d'un côté on mange de trop, et de l'autre côté, pas assez de nutriments protecteurs qui accompagnent les protéines végétales, ce qui favorise ces fléaux, plus d'autres pathologies sur lesquelles on pourra peut-être revenir. Alors, pour citer quelques chiffres, mais je ne vais pas sortir énormément de ces chiffres, j'aime pas trop ça, mais quand même, se rappeler que la consommation, on a inversé les rapports. Jadis, c'était à peu près 2 tiers, 3 quarts de protéines végétales pour le reste en protéines animales, et maintenant, on est carrément à l'inverse. Bon, on est passé en l'espace de 40 ans à 110 kilos de viande de consommation par an et par consommateur, jusque dans les années 80. Donc, pendant les temps glorieuses, on a vraiment assisté à une production, une augmentation vraiment considérable de la production de viande. Et bien ensuite, ça a un peu régressé, on est arrivé à 80-85 kilos actuellement. Bon. Et dans le même temps, les légumineuses ont été réduites de 75% et les céréales de 50%. Donc c'est absolument extraordinaire d'ailleurs, hein, comme évolution. Et ceci en l'espace de 2-3 générations à peine. Oui, mais si je peux rajouter deux mots, cette évolution, elle est, disons, elle est mondiale, elle n'est pas mondiale, parce que jusqu'à la civilisation industrielle, toute la planète se nourrissait sur une base végétale. Bon, à part les Inuits ou les Maasai, parce qu'ils ne peuvent pas faire d'agriculture, mais c'était peanuts, si on peut dire. Donc, cette alimentation base céréale complémentée par les légumineuses et puis après un tas de choses autour et un peu de protéines animales, ça a été l'alimentation de toute la planète jusqu'au début du XXe siècle. Et ça l'est encore. Alors maintenant, les Chinois sont en train de bien prendre le même chemin que nous, mais c'est récent. Donc, c'est vrai que c'est une aberration totale sur le plan nutritionnel, tu viens de le dire. C'est également une aberration totale sur le plan environnemental. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Juste un petit aparté pour dire, justement, pour les personnes qui voudraient creuser l'affaire, c'est que dans le livre, je les montre, alors c'est pas pour, on va pas les lire, mais en début de ce livre, il y a tout un tas de tableaux qui expliquent alors soit les différentes teneurs en protéines de différents aliments, soit l'impact sur la santé, enfin les sources de protéines, oui, ça je l'ai dit, oui, par aliment. Enfin, en tout cas, voilà, il y a tout un tas de... Je ne sais pas si on voit là, pardon. Un tas de tableaux qui sont très, très intéressants. Ah bah voilà.
Christine Corbet, qui est avec nous, qu'on ne voit pas et qui est en coulisses, nous a mis par exemple un petit tableau qui décrit l'apport de protéines pour les légumineuses. Vous avez un commentaire à faire, Oui, par exemple pour montrer encore une fois, pour faire un zoom arrière, pour avoir une vue globale des conséquences de ce que l'on vient de décrire, alors, en très peu de temps, hein, à l'échelle de l'humanité, c'est hier, quoi. Les impacts sur la santé comme pour l'environnement, deux chiffres, 40% des cancers, grosso modo, sont liés à l'alimentation, dans laquelle ces dérives alimentaires, parce qu'il s'agit de véritables dérives, jouent un très grand rôle. Et puis pour l'environnement, bon, il y a les problèmes de dérèglement climatique, et bien savoir que quand on fait un bilan cohérent des postes de dégagement de gaz à effet de serre rapportés à notre assiette, et si on est cohérent et qu'on tient compte de tout ce que l'on met en œuvre pour approvisionner notre assiette, c'est plus du tiers des gaz à effet de serre qui est lié à notre contenu de l'assiette, depuis son approvisionnement, en passant par les modes de culture et d'élevage, d'accord, et aussi et surtout, dirais-je, puisque c'est quand même le consommateur qui doit mener un peu le tempo, si on est végétarien, notre bilan carbone est au moins 2 fois inférieur, voire 3 fois inférieur que celui qui mange régulièrement de la viande tous les jours. Oui, Donc on voit à quel point on a une importance, on a un rôle important pour justement corriger ces dérives également pour le climat. Rapporté aux productions animales, végétales, le bilan carbone d'une production légumineuse, par exemple, est très nettement inférieur que le bilan carbone d'un élevage de bœuf. Le bœuf, c'est lui qui a vraiment le plus mauvais bilan. Et c'est de l'ordre d'un facteur 10, voire encore beaucoup plus. Oui. La culture bio, enfin la bio en général, a un bilan carbone de l'ordre de la moitié de son équivalent, pour la même production évidemment, que le conventionnel, parce que la bio, c'est qu'il y a davantage de carbone dans les sols et utilise beaucoup moins de chimie pour la production. Tout ça, ça se traduit par un bilan carbone de l'ordre de moitié. Donc, quand on cumule ces 3 facteurs-là, le comportement alimentaire, les modes de culture et puis le mode d'approvisionnement, on peut réduire très nettement le bilan carbone lié à notre assiette. Et c'est pas rien. Et donc, c'est là où les protéines animales végétales ont aussi un rôle très important à jouer. Donc, santé, climat, sans parler d'autres conséquences pour l'environnement, eh bien, on voit l'importance de remettre en cause ce tout protéine animale qui sévit depuis l'après-guerre. Claude, vous avez des choses à ajouter sur cette question, votre point de vue d'agronome, bon, qui rejoint forcément… Non, mais c'était juste pour dire que déjà tous les chiffres sont dans le bouquin, donc ils montrent de manière précise, je dirais, la différence énorme entre une alimentation à dominante végétale et à dominante animale sur tous les points que vient de souligner Lilian. C'est sûr que si on veut… D'ailleurs, maintenant, il y a eu quelques scénarios qui ont été faits pour imaginer ce que pouvait être l'alimentation française ou européenne en 2050. Ben, on ne passe pas sur le plan gaz à effet de serre, ni sur le plan durabilité, si on ne divise pas au moins par 2 la consommation de viande. Et maintenant, plus personne ne conteste ces chiffres. Et puis, il y a un autre élément à rajouter qui n'est pas rien. On nous dit que on ne pourra pas se passer d'une accentuation de la chimie, de la productivité pour nourrir l'humanité qui atteindra d'ici peu, 2050, peut-être avant, 10 milliards. Eh bien, parlons-en justement. Si on fait le bilan, et dans le bouquin, il y a des données extrêmement percutantes de ce point de vue-là, qui viennent de Claude d'ailleurs, parce qu'il aime beaucoup les chiffres, Claude, hein, et il a raison, parce que là, c'est extrêmement parlant. Mais si on rapporte la surface nécessaire pour nourrir
plutôt végétarien, disons, hein, par rapport à celui qui est viandard, disons, hein, sans être trop caricatural d'ailleurs, eh bien, pour le végétal, il faut à peu près 1000, que je dis pas de bêtises, 1000 mètres carrés pour nourrir son homme, ou sa femme, excusez-moi. Et puis, du côté de la viande, il en faut 7 fois plus. Quand on voit le nombre d'hectares qui sont cultivés de par le monde, je crois que c'est 1,5 milliard d'hectares qui sont cultivés au monde pour nourrir l'humanité. Du côté végétal, on a largement de quoi faire. Du côté animal, si on arrive à des milliards, ça sera strictement impossible. Même si on booste, même si on n'a plus de chimie, etc., si on concentre encore plus les animaux, on aura atteint nos limites. Donc on voit là que pour éviter cette impasse qui est absolument terrible, si on y songe, il faut vraiment mettre la pédale douce sur l'animal pour revenir un peu plus vers le végétal. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que cette approche qui, il n'y a pas si longtemps, était encore très minoritaire. Oui, les végétariens, qu'est-ce que c'est que ça? C'est aberrant, etc. Qu'elle est partagée même par, je dirais, moi je suis souvent en contact avec des chercheurs de l'INRA, etc. Plus personne ne conteste cette évolution. Alors après, on va plus ou moins loin. Effectivement, entre le tout viande et le végétalisme, deux extrêmes, il y a tous les stades intermédiaires, mais plus personne, même dans les sphères les plus officielles, ne conteste qu'il faut végétaliser l'alimentation. Je crois que Christine voudrait intervenir, elle doit avoir des questions à nous transmettre, j'imagine. Oui, bonjour à tous. Alors, il commence à y avoir des questions des internautes, merci beaucoup. Donc, je vais vous en dire deux déjà. Donc, il y a Thierry qui nous demande qu'adviendra-t-il des prairies? Est-ce qu'on va toutes les détruire si on doit produire plus de protéines végétales? Et puis, on a une autre question qui est plus santé. Est-ce que les vitamines que l'on va trouver dans les protéines végétales sont identiques à celles de la nourriture carnée? Pour les prairies, je laisse répondre l'agronome. Et puis, je répondrai à la deuxième question. Non, mais alors, pour ceux qui veulent approfondir ça, il y a deux scénarios pour l'agriculture et l'alimentation en 2050. Un, c'est Solagro et l'autre, c'est TIFA. Mais regardez le scénario TIFA, TYFA, vous trouvez ça tout de suite sur Internet. Curieusement, ils font des prairies presque la base, c'est un paradoxe, hein, la base d'une alimentation durable. Sachant qu'il n'y a que les ruminants, c'est-à-dire les vaches, les moutons et les chèvres, qui sont capables de manger de l'herbe, et que dans des prairies, il en faut, et que s'il n'y a pas d'animaux pour les manger, l'herbe, ça va se dégrader, si vous voulez, ça va devenir des friches, etc. Et par contre, l'essentiel actuellement de la consommation de viande en France et en Europe, c'est à peu près, je n'ai pas les chiffres précis en tête, disons un tiers ruminant, donc principalement vaches à viande et produits laitiers, et 2 tiers porcs et volailles. Et ces porcs et les volailles, on les nourrit avec des céréales, avec la nourriture de l'homme. Donc il faut garder les prairies pour garder de quoi nourrir les vaches, qui devraient devenir notre principale, pour ceux qui mangent de la viande, source de viande et de produits laitiers, et diminuer considérablement tous les autres élevages, c'est-à-dire porcs, volailles, qui de toute façon prennent des terres qui devraient servir à nourrir l'homme, ce qui n'est pas le cas de la prairie. Oui, et puis moi, je vais répondre sur les protéines, les avantages comparés de l'animal et du végétal. Mais il y a un élément aussi important pour ce qui concerne cette histoire de prairies, de champs, de surface, c'est que on a pris conscience avec la catastrophe qui a sévi, qui continue de sévir d'ailleurs en Amazonie,
en relation avec les déforestations pour faire des productions fourragères sous forme de soja pour nos élevages, et qu'en 2019, ça flambait, et que notre président de la République, à l'époque, avait dit, et il avait raison, qu'on était en fait complice de cela, via les importations de soja. Qu'en important du soja, on apportait aussi de la déforestation. Donc pour l'environnement, le climat et ce qui se passe en Amérique du Sud, c'est absolument catastrophique à tout point de vue. Donc, moralité, il faut réduire les importations, donc produire chez nous l'équivalent que l'on importe du continent sud-américain, sauf qu'on n'a pas la surface pour ça. Ou alors, en tout cas, toutes les surfaces seraient pour nourrir notre élevage, ce qui est déjà beaucoup trop. Donc, c'est absolument impensable. Enfin, je veux dire, c'est complètement irréaliste et quelque part fou, quoi. Donc, il y a aussi cette raison-là pour réduire notre consommation de viande, pour arrêter de se livrer à la fuite en avant de tout élevage pour nourrir le consommateur en protéines. Et ça, c'est un argument qu'on avance jamais. Et nous on le prouve en quelques lignes dans le livre. Donc, vous voyez que tout se tient. On a vraiment beaucoup d'arguments qui convergent vers le fait de réduire, non pas de supprimer évidemment, de réduire la part des protéines carnées. On pourra peut-être parler un tout petit peu de poisson, quand même, c'est le breton qui parle, là aussi, il faudra en dire deux mots. Mais enfin, il faut réduire largement la part du carné pour remettre du végétal dans notre assiette. Alors maintenant, est-ce qu'on ne va pas se carencer, être perdant en termes de qualité nutritionnelle si on a recours aux protéines végétales? Pas du tout. Tout simplement en rappelant d'abord une évidence, enfin une évidence, c'est pas du tout évident, loin de là, mais disons les fondamentaux, c'est que les acides aminés, ce sont les briques élémentaires qui constituent les longues chaînes de protéines, d'accord? C'est constitué d'une myriade d'acides aminés. Il y en a une vingtaine pour constituer ces protéines alimentaires. Et sur les 20, il y en a 8 qui sont essentielles. Bon, on y reviendra. Parce que ça, c'est un élément important pour décribiliser les protéines végétales. Mais il se trouve que les acides aminés qui constituent ces chaînes de protéines, ce sont exactement les mêmes que ce soit du côté animal ou végétal. Donc là, il n'y a aucun risque d'être carencé en quoi que ce soit et de perdre en qualité. Maintenant, si on voit la composition de ces protéines, en acides aminés, il y en a 8 qui sont essentiels. Ça veut dire que si on ne les a pas dans l'assiette, notre corps ne peut pas les fabriquer à partir d'autres ingrédients. Bon. Il se trouve que dans les protéines animales, du côté céréales, il va manquer un acide aminé, c'est la lysine. Mais certaines céréales comme le quinoa, comme le millet, l'amarante, le riz sauvage les ont. Donc, il n'y a pas de problème avec certaines céréales. Mais s'il manque de la lysine, par exemple, dans le riz, mais si vous l'associez avec une légumineuse comme les lentilles, eh bien, la lysine qui manque dans la céréale, vous l'avez dans la lentille. Bon, donc, il y a une complémentarité qui fait qu'on a un équivalent qualitatif, même si on est végétalien sur un repas, entre un produit purement végétalien, un repas plutôt végétalien, par rapport à un repas qui apporte de la viande. Donc, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, du côté légumineuse, pour terminer sur le chapitre acides aminés essentiels, il y a aussi des manques. Il y en a un, en général, c'est la mytotine, voire le tryptophane, mais ces deux-là se retrouvent tout le temps dans la céréale. Donc, on retrouve l'intérêt de la complémentarité. Alors, il y a une exception, il y a toujours des exceptions, j'en ai cité pour les céréales, et pour les légumineuses, il y en a une majeure, c'est le soja. Lui, il apporte de tous les acides aminés essentiels, c'est même le super aliment, parce qu'il est super en quasiment tout, lui. Mais ce n'est pas une raison pour le privilégier par rapport aux autres légumineuses, hein, on y reviendra, j'espère. Donc, pour rassurer notre internaute, là, il y a tout à fait un équivalent qualitatif, j'ai dit bien qualitatif, en termes strictement de protéines, à condition de complémentarité si on est, si on est purement végétal. Et c'est tout à fait possible. C'est pour répondre à la polémique actuellement, là. Hein, on peut faire des repas tout à fait équilibrés, même s'il n'y a pas de viande.
C'est strictement un faux problème. C'est même un scandale de faire une polémique sur ce sujet-là. Ça montre à quel point on est ignorant sur le sujet. Bon. Et puis, il y a un autre avantage qualitatif avec le végétal. Je l'ai déjà dit, mais il faut revenir là-dessus, c'est très important. Et c'est même un gros argument pour valoriser le végétal par rapport à l'animal, là, c'est qu'avec les protéines, vous aurez bien d'autres nutriments qui se trouvent en très petite quantité, voire pas du tout, et qui sont très protecteurs. Ce sont les fibres, mais ce sont aussi les antioxydants. Enfin, il y a plein de choses à citer. Et là, on est gagnant-gagnant. Et même, il y a un troisième facteur gagnant, c'est le prix, c'est le coût, c'est le budget. Parce qu'il n'y a pas photo entre le prix d'un kilo de viande et le prix d'un kilo de lentilles ou d'haricots. Bon. Et globalement, pour un apport équivalent en protéines, la protéine végétale est 7 fois moins chère globalement que l'animal. Là encore, on apporte beaucoup de données chiffrées, des tableaux dans le livre. Mais quid du fer ou du calcium aussi, par exemple? Parce que c'est une question qui arrive parfois. Oui, ben je vais laisser répondre Claude. On est à deux voix, donc on se passe le relais. Mais je veux bien répondre. Non, mais écoute, alors, non, mais les côtés nutritionnistes, c'est plutôt Lilian, mais tu me compléteras. Ben, ouais. Le fer, moi, je me suis beaucoup intéressé à ça parce qu'il y a une époque où on disait végétariste, pas question, carence en fer. Et j'ai regardé la littérature scientifique. Il y a eu pas mal d'études là-dessus, mais les végétariens ne sont pas carencés en fer, point barre. Il suffit d'analyser le sang, vous avez la ferritine, la teneur en ferritine des végétariens est un tout petit peu plus basse en moyenne que celle des carnivores, mais très largement à l'intérieur des normes de ce qu'il faut. Et pour le fer, alors, il y a beaucoup de fer. Alors, il n'y a pas que les épinards, parce que là, on a beaucoup exagéré, bien sûr, sur les épinards, mais il y a du fer dans tous les végétaux, absolument tous. Alors, ouais. Il est moins assimilable que le fer animal, mais à la rigueur, c'est peut-être mieux parce que si on mange trop de viande, on va être intoxiqué par un excès de fer d'origine animale. Mais là, je pense que Lilian, tu as sûrement des choses à rajouter. Oui, simplement dire qu'il n'y a aucun souci à se faire pour tous les micronutriments. Dans le végétal par rapport à l'animal, surtout des vedettes comme la viande pour le fer ou les laitages pour le calcium, parce que là aussi on a vraiment presque terrorisé pendant longtemps via le corps médical la population en disant que si on ne mangeait pas au moins 3 laitages par jour, on en serait forcément décalcifié, ce qui est une imbécilité, excusez-moi, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'un nutriment dans un aliment que c'est un super aliment. Le calcium et les laitages, le fer et la viande. Comme l'a dit Claude, il vaut mieux en avoir moins, mais mieux répartis, avec beaucoup plus de complémentarité avec d'autres nutriments qui, eux aussi, ont leur intérêt, hein, et que d'avoir recours à des super aliments qui ne sont pas si super que ça. Et puis surtout… Non, mais… Oui. Oui, pour compléter sur le calcium, il suffit tu vas dire que je suis maniaque des chiffres, mais tu me connais, n'est-ce pas, Lilian? Il suffit de regarder ce qu'il y a comme calcium dans les végétaux. Il y en a largement autant et il est aussi facilement assimilable que le calcium de la plupart des produits laitiers. Donc, bon, voilà, ça, c'est une fable qu'il faut des produits laitiers pour avoir du calcium. Oui, alors justement, je voulais aller sur ce terrain-là. Donc, même s'il y en a un tout petit peu, mais c'est vraiment pas un problème, parce qu'avec les végétaux, on a la variété et la complémentarité, encore une fois. Et en plus, j'ajouterais pour les minéraux qu'il y a quelque chose dans les minéraux qu'il n'y a pas du tout, très peu, très peu, pas assez dans le côté animal, c'est la silice, bon, qui est en très petite quantité, mais qui est très important pour bien absorber puis fixer les minéraux. Donc, parce que si vous avez beaucoup de calcium et qu'il y a très peu d'éléments pour bien le fixer, vous allez être quand même décalcifié. Et dans le bouquin, je cite mon expérience de praticien où j'ai eu
parmi ma patientèle pas mal de femmes ménopausées qui consultaient pour ça, pour des raisons strictement nutritionnelles, et qui étaient catastrophées parce que, et quand je dis catastrophées, il y en a qui étaient quasiment en pleurs. Elles revenaient avec leur ostéodensitométrie qui était au ras des pâquerettes. Elles ne comprenaient pas parce qu'on leur avait dit attention madame, vous êtes ménopausée, alors là il faut augmenter votre ration de fromage, de lait, etc. Oh docteur, c'est pas un problème, j'adore le fromage, donc je peux y aller. Ben oui. Et résultat des courses, je suis quand même décalcifié, je risque la fracture du col du fémur. Comment se fait-il? Bon, et dans le livre, j'explique le mécanisme, donc on va pas vous faire un cours de biochimie, mais enfin, ce qui montre que là encore, c'est la variété, la complémentarité, la qualité de son alimentation, de son comportement qui l'emporte par rapport à la quantité. Parce que si on consomme beaucoup de produits lactés, par exemple, hein, et qu'on mange gras par ailleurs, donc la viande, on va vers le gras, pour peu qu'on cuisine avec un peu trop de beurre ou d'huile pour cuire, on va se retrouver avec une ambiance dans l'intestin hyper grasse. Or, les corps gras avec les minéraux, ça s'aime bien, ça se rejoint pour former des savons, des réactions de saponification dans l'intestin. Okay. Or, les savons, ce n'est pas du tout assimilable, ou très peu. Donc, la grosse quantité de calcium qu'on croyait assimiler avec ces laitages, notamment, se retrouve dans les selles. Bon, on va quand même en assimiler un tout petit peu. Hein. Et si par ailleurs, on est beaucoup trop animal et pas assez végétal, on va tendance à acidifier son corps. Ça, on insiste beaucoup sur l'équilibre acido-basique dans le bouquin. Hein. Et parce que la viande a une tendance à s'acidifier, et pour compenser l'acidité, l'hyperacidité, il faut des minéraux qui ont une tendance basique, hein, du point de vue chimique, donc ça compense. Eh bien, si on mange trop peu de végétaux, on ne va pas avoir assez d'éléments basiques, de minéraux. Mais être acide, c'est pas bon du tout, c'est dangereux. Et donc le corps, lui, il va se débrouiller comme il peut en puisant dans ses réserves minérales. Et les réserves minérales, c'est le squelette. Donc, on se décalcifie parce qu'on mange trop acide et pas assez d'éléments basiques apportés par les minéraux. Et donc, quand on explique ça aux gens qui ne comprennent rien, du coup, ils comprennent un peu plus, et ils voient très bien que ce n'est pas la peine de se gaver de fromage pour éviter l'ostéoporose. Hein, il faut manger de tout un peu. Hein, ça, c'est un grand aphorisme de la nutrition, manger de tout un peu, y compris de tout, c'est-à-dire plus de végétal qu'on ne le fait si on est devenu viandard. Donc, on peut traiter des choses qui paraissent une impasse uniquement en revenant sur la complémentarité, la variété de l'alimentation. Christine voulait intervenir, je crois. Oui, alors on a beaucoup de questions là qui arrivent. Alors, je vais essayer de regrouper. On va faire un petit zoom sur les légumineuses. Alors, déjà, il y a le sujet de la digestibilité qui est posé. Une autre personne qui me dit qu'elle ne digère pas très bien les légumineuses et qu'elle n'est pas fan de produits à base de soja. Du coup, elle demande comment elle peut avoir suffisamment d'apports protéiques si elle ne consomme pas les légumineuses. On nous demande aussi quelles sont les légumineuses qui contiennent le plus de protéines. C'est Jérémy qui nous pose cette question. Et on pourra aussi parler de quelles sont les bonnes associations céréales légumineuses. Voilà, là j'ai fait mais on en a d'autres qui attendent, hein, des questions. Alors oui, pour l'histoire que les légumineuses, c'est pas digeste, c'est pas faux si on les cuisine mal et si on en mange trop. Si on regarde l'alimentation traditionnelle sur toute la planète, et j'avais bien regardé ça parce que ça m'avait beaucoup intéressé, on est toujours sur les mêmes chiffres. En gros, hein, autour de 300 grammes de céréales. Bon, on est à moins maintenant parce qu'on n'a pas d'exercice physique, etc. Donc en France, on est plutôt à 200, entre 200 et 250. Et autour de 50 grammes de légumineuses. Et cette proportion, 3 quarts, 1 quart, plus ou moins, de toute façon, vous n'allez pas, si vous mangez comme jadis, on le servait dans les casernes, c'est pas pour rien que le haricot, c'est que le mot faillot désigne à la fois le haricot et celui qui faillote. Hein. C'était pas cher, c'était pratique, un grand plat de haricots comme plat principal. Surtout ne pas faire ça. Par contre, un peu ou moyennement de haricots
associé à une céréale, et dans les recettes du livre, il y a un tas d'exemples comme ça. Ça se digère très bien, à condition de bien les cuire, bien les tremper, les cuire longuement, souvent les cuire avec des herbes qui facilitent la digestion, ou avec des algues. Donc, c'est beaucoup une question culinaire et de quantité. Voilà. Ouais. Oui, oui, l'important, c'est bien tremper avant cuisson, hein. Et là, Oui. il ne faut pas lésiner sur le temps, hein. C'est pas, si par exemple, on a décidé de faire des pois chiches ou des haricots, si c'est des exemples-là, parce que cela faut vraiment tremper, on va les mettre à tremper dans l'eau froide avant de se coucher, donc ça va tremper toute la nuit. Et là, il y aura encore un problème ensuite. Évidemment, on jette l'eau de trempage et ensuite, on les cuit dans une deuxième eau, hein, à petit feu, c'est-à-dire une fois que l'eau arrive à ébullition, on réduit le feu, on couvre et on laisse mijoter, un peu comme un ragoût. Et là, on peut laisser 1 heure, 2 heures, il y a aucun souci, ça ne va pas altérer la qualité nutritionnelle ou très peu. Et d'ailleurs, le pré-trempage est une pré-cuisson aussi, en quelque sorte, hein. Et puis effectivement, il y a des petits trucs culinaires, Claude vient de les citer, et surtout, il y a une halte qui est remarquable pour ça, c'est le kombu, hein. Alors, pas obligé de l'avoir, d'être en Bretagne et d'aller la chercher sur l'estran à Marivas, hein. On peut la trouver déshydratée, donc on la réhydrate, et puis ça améliore la digestibilité. Il y a une petite alchimie là qui se passe. C'est le fruit de l'expérience, ça. Et puis, ça apporte quand même des nutriments aussi utiles, hein. Donc, voilà. Alors, effectivement, le problème de la digestibilité des légumineuses, ça, c'est vraiment un problème. Ça passe par un savoir-faire culinaire, quoi, hein. Et c'est dommage de se priver des légumineuses si on sait mal les préparer. Bon. Alors, il y a une exception, il y a toujours des exceptions, c'est la lentille. Encore que même si on a des intestins un peu délicats, eh ben, on peut tremper un peu les lentilles. À part la lentille corail qui, elle, quand même, se cuit très rapidement, d'ailleurs en 20 minutes, hein, et sans pré-trempage, hein. Tu voulais dire quelque chose là, Oui, non, Claude? je voudrais rajouter quelque chose. Il y avait une question par rapport au soja, parce que ça, c'est un truc qui revient tout le temps, hein. Oui, j'allais y venir, mais enfin, vas-y alors. Non, mais alors, bon, le soja, c'est une plante extraordinaire comme plante, hein. C'est de loin la plus riche en protéines. Elle est également riche en matières grasses. Bref, c'est une plante extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'on en cultive des millions d'hectares, sur tout le continent américain. Mais par contre, si on regarde son utilisation en aliment, qui est récente en Occident, hein, qui est millénaire dans tous les pays asiatiques ou dans la plupart d'entre eux, tout dépend comment on les prépare. Curieusement, c'est la seule légumineuse qu'on ne mange, et quand on reprend les traditions, on ne trouve aucun endroit où on la mange en grains. Sauf quand on l'accueille un peu avant maturité. Maintenant, c'est l'édamame qui devient un petit peu à la mode. Bon. Donc, on ne la mange pas en grains, on la mange toujours transformée. Alors après, il y a les transformations naturelles, traditionnelles, et puis il y a les modernes. Et quand on voit dans ceux qui connaissent un petit peu ce genre de cuisine, en Asie, c'est le tofu, qui est sans doute le plus connu, mais il y a aussi le tempeh, il y a un tas de produits transformés et souvent fermentés à base de soja qui améliorent de manière spectaculaire sa digestibilité. Donc, essayez pas de faire cuire du soja pour les manger comme des haricots. Au bout de 2 heures de cuisson, ce sera toujours dur et indigeste. Et puis maintenant, il y a les choses plus modernes comme les yaourts de soja, par exemple, mais qui est là aussi un produit fermenté, mais disons plus récent. Donc la question du soja, comme n'importe quelle légumineuse, ne pas abuser de la quantité et ne pas la manger comme on la trouve dans les saucisses végétales très riches, souvent en farine de soja, qui est là, la farine de soja, on peut en manger un tout petit peu, mais je dirais, quand ça devient une quantité importante, est très mal assimilée et mal digérée. Et justement, puisqu'on est sur le soja, on l'accuse, peut-être à tort ou à raison, j'en sais rien, mais certains l'accusent d'être un perturbateur hormonal. Alors, qu'en est-il
Oui, alors donc ça a été une grosse polémique qui remonte à maintenant 4 ans, qui est partie de chez nous, hein, de l'ANSES et l'AFSA. Et là, on a fait un procès, un faux procès au soja à partir du fait que, et c'est une polémique purement analogique, c'est-à-dire on a fait une association d'idées, disons, sans aller apporter la preuve de ce que l'on disait. Parmi les micronutriments bioactifs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont largement en plus du côté végétal par rapport à l'animal, hein, je reviens là-dessus, il y a pour le soja des isoflavones, qui sont de la famille des œstrogènes, donc comparables aux hormones féminisantes, d'accord? Bon, alors donc on a fait un amalgame entre le fait que les isoflavones sont de la famille des œstrogènes et les effets secondaires œstrogéniques des médicaments à base d'œstrogènes, voire de la pilule contraceptive, hein, carrément. Bon, et en plus certains polluants sont perturbateurs endocriniens parce qu'ils ont une activité œstrogénique. Et ça c'est une réalité, c'est un énorme problème de santé environnementale. Donc, on a mis le soja avec tout ça. Et on a dit, attention, isoflavones risque de perturbations endocriniennes, risque voire de cancer du sein, voire de la prostate chez l'homme. Bon. Uniquement par association d'idées, par analogie. On n'a pas apporté la moindre preuve. Or, alors ils sont revenus depuis quand même, hein, en disant que même chez les femmes qui ont des antécédents de cancer du sein, on peut quand même manger ces isoflavones du soja à condition de ne pas dépasser 1 mg par kilo de poids et par jour. Or, si on mange varié et un peu de tout, voire des produits dérivés du soja comme ceux que Claude vient de citer, et vu la densité d'isoflavones qu'il y a dans ces produits-là, il n'y a aucun souci pour dépasser cette dose limite décrétée par l'ANSES et qui est revenu justement sur son procès d'intention. D'accord? Mais je voudrais juste ajouter, c'est pas pour te contredire, mais je dirais la méfiance que j'avais du soja, elle est très ancienne en fait. Et je me suis une anecdote parce que ça m'avait beaucoup frappé. Il y a, je ne veux pas dire, entre 15 et 20 ans de ça, je faisais beaucoup de conférences sur l'alimentation, notamment dans les foires bio. Et à la sortie d'une de mes conférences, il y a une personne qui m'agrippe presque, qui ne m'agresse pas, mais pas loin. Mais vous osez recommander la consommation des légumineuses, mais c'est des poissons, etc. D'ailleurs, il y a un bouquin américain qui va paraître là-dessus, qui va être traduit en français, qui va sortir dans 2 ans, qui en apporte la preuve scientifique. Bon, c'était il y a 15 ans, j'attends toujours le bouquin, hein, pour la bonne raison qu'en réalité. Ah, on a perdu Claude, je crois. Oui, alors, bon, j'allais dire quelque chose. Ça reposait sur rien, alors comme tout. Oui. Non, mais moi je n'ai pas fini avec. Maintenant, je vais apporter des preuves comme quoi c'était vraiment une fausse polémique. Pour citer ce qu'on va apporter comme données scientifiques, épidémiologiques, les gens qui, eux, consomment du soja depuis la nuit des temps, hein, les Asiatiques et les Japonais, et qui ont fait des études épidémiologiques, hein, sur le caractère protecteur des isoflavones du soja, je dis bien protecteur, notamment vis-à-vis des cancers du sein et de la prostate, qui sont des cancers hormonodépendants. Et la protection a été apportée du point de vue épidémiologique, hein, donc on ne va pas rentrer dans les détails, dans les chiffres, mais ça quand même c'est une donnée que l'ANSES aurait pu consulter avant de se lancer dans une polémique, encore une fois, purement par analogie. Et puis surtout, il y a une preuve là qui doit emporter la conviction, c'est que les femmes asiatiques, notamment japonaises, qui ont émigré pour aller, par exemple, aux États-Unis, ont perdu ce caractère protecteur de cette consommation régulière de produits dérivés du soja, hein, pour manger à l'européenne ou à l'américaine.
Donc, non seulement il n'y a pas plus de cancer de sang ou de prostate au Japon et en Asie, mais chez les gens qui ont conservé leur alimentation traditionnelle dans laquelle il y a du soja, eh bien, il y a un élément protecteur. Et si on abandonne ce type d'alimentation pour manger beaucoup plus à l'européenne et encore plus à la nord-américaine, alors là, boum, on vire du côté d'une alimentation à risque parce qu'on mange trop de viande et trop de graisses saturées. Alors, si ce n'est pas une preuve, ça, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Je crois qu'on a perdu Claude. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, j'espère qu'on va le retrouver. Voilà, il va arriver. Du coup, moi, ça m'amène. J'ai été coupé. On ne vous entend pas bien, Claude. Non. On ne vous entend pas, là. Bon, c'est revenu, ça va. Voilà. Mais non, mais pour terminer, je voulais simplement dire qu'il ne faut pas non plus, moi je ne mets pas le soja au-dessous de tout, vous l'avez compris, hein, c'est parce qu'il y a des polémiques sur le soja qu'il y a une question sur le soja. Mais moi je préfère qu'on aille vers nos légumineuses sans être chauvin, mais il faut jouer sur la variété des légumineuses qui sont adaptées à nos sols, nos climats et peut-être à notre physiologie. Il y a les nombreuses variétés de haricots, il y a les rouges, il y a les cocos, il y a les blancs, il y a les verts, etc., les flageolets et tout. Il y a les lentilles, les pois chiches, les pois cassés. Mais il y a largement de quoi faire en termes de légumineuses. Et là, il n'y a pas d'isoflavone, il n'y a aucun souci à se faire. D'accord. Christine voulait intervenir. Christine? Oui, alors on a deux questions là que vous verrez si vous pouvez répondre donc, par rapport aux légumineuses qui contiennent le plus de protéines et puis aux bonnes associations céréales légumineuses. Mais on a aussi d'autres questions sur le sarrasin. Il y a deux personnes qui le citent comme un aliment hyper intéressant et qui vous questionnent aussi sur le quinoa. Oui. Et aussi, qu'en est-il des laits végétaux? Est-ce qu'ils ont les mêmes apports protéines que quand c'est brut? Voilà, donc ça fait beaucoup de questions. Je ne sais pas si vous voulez que je vous les dise une par une ou si c'est bon quand je vous mets un petit tas de questions comme ça. J'ai pris note, mais Claude, est-ce qu'il est revenu parmi nous? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Ça va, oui. Alors ça va, d'accord. Voilà, attendez, mais par rapport au sarrasin, juste après, je n'ai pas compris la question qui venait après le sarrasin. Le quinoa, je crois. Ah, le quinoa, d'accord. Non, c'est l'association. Quelles sont les meilleures associations céréales légumineuses? Oui, ça c'était la troisième question, effectivement. Moi, personnellement, je trouve qu'il ne faut pas trop se poser des questions. Là-dessus, ça devient un peu compliqué. Je ne sais pas, peut-être que Lilian a une... Moi, j'ai une réponse très simple, hein, mais vas-y, je te laisse. Vas-y alors, vas-y. Non, pour moi, il n'y a pas une meilleure association. Il faut les associer. Voilà. Et puis ensuite, c'est à chacun de conserver deux, trois associations en fonction de son appétence, du plaisir que cela apporte à manger, tout simplement. Hein. Mais à partir du moment où on associe une céréale et une légumineuse, là, on a une complémentarité, comme je l'expliquais tout à l'heure, qui fait qu'on n'a aucun risque de carence en acides aminés, mais aussi en tout. Hein, parce que, et à partir de là, j'en ai fait des plats uniques. Hein, on peut, avec un seul plat, manger tout à fait bien équilibré, avoir l'ensemble des nutriments dont on a besoin. Bon, s'il y a une chose qui peut manquer, et ça revient à la notion de carence de tout à l'heure, on a parlé du fer, du calcium, on a vu que c'était vraiment un faux problème. Il n'y a qu'une seule carence à envisager si on est végétalien, c'est la vitamine B12. Ça, oui. Bon, donc les gens qui sont strictement végétaliens, là, il faut qu'ils songent à avoir une petite supplémentation en B12. Encore que
La B12 est fabriquée par les bactéries de notre intestin. C'est la flore, la fameuse flore intestinale, le microbiote intestinal dont on fait grand cas, et on a raison, c'est fondamental. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura des questions là-dessus pour en dire un peu plus, parce que c'est vraiment passionnant. Mais le principal nutriment, aliment des fibres, des bactéries de la flore intestinale, c'est justement les fibres, d'où le gros intérêt de manger végétal, hein. Parce que sinon, notre microbiote, il est mal. Si on est viandard, il n'est pas bien du tout, notre microbiote. Et à partir de là, il y a plein de pathologies qui en découlent. Alors, pour en revenir à la B12, si on nourrit bien, si on traite bien son microbiote par une alimentation équilibrée, assez végétale, eh bien, les bactéries vont faire leur boulot de bactéries et notamment vont fabriquer de la B12 qui nous profite. Donc, en fait, on peut en partie éviter, y compris ce problème de carence en B12. Hein. Bon, voilà. Donc, les associations en général, céréales légumineuses, quelles qu'elles soient, c'est bon. Hein. La meilleure, c'est celle qui vous fait le plus plaisir en bouche, tout simplement. Alors, juste une petite question. Est-ce qu'il faut associer sur un même repas ou c'est sur la journée ou c'est sur la semaine? Dans l'idéal, c'est sur un repas. Là, on est au top. Mais si on mange une céréale sur un repas et la légumineuse sur l'autre repas, sur la journée, on s'accorde à dire que c'est bien aussi. Hein. D'accord. Faut pas être non plus extrémiste et puriste à l'extrême, quoi. Voilà. Alors, les questions de Christine tout à l'heure portaient sur donc le sarrasin et le quinoa. Oui, du point de vue nutritionnel, c'est super, parce que sarrasin et quinoa, ça font partie de ces céréales qui apportent tous les acides aminés essentiels. Donc, même si on mange que du quinoa sur un repas, on a tous les acides aminés essentiels. Donc, ça équivaut vraiment à une viande. Et en plus, pour les gens qui ont des problèmes de tolérance au gluten, vous savez que là aussi, c'est la grande peur quand on dit de manger plus de végétal, plus de légumineuses, etc. Ah oui, mais enfin, les légumineuses, non, c'est pas le problème, mais c'est les céréales qui peuvent poser un problème avec le gluten. Bon, et ben eux n'apportent absolument pas de gluten. Donc, elles sont parfaitement équilibrées en acides aminés essentiels et en plus, elles n'ont pas de gluten pour les gens qui se poseraient des questions. Donc là c'est vraiment d'excellentes céréales du point de vue nutritionnel et tolérance. Hein. D'accord. Claude, vous avez quelque chose à ajouter? Vous voulez ajouter? Écoute, j'étais un peu perdu parce que ma connexion est très mauvaise, donc je comprends que la moitié de ce qui se dit, mais non, je suis complètement d'accord avec ce que dit Lilian. Hein. Et c'est vrai que il n'y a pas à se poser de questions sur quelle céréale avec quelle légumineuse. On fait un petit peu comme on le sent en fonction de ses goûts, les céréales qu'on préfère, etc. Et effectivement, la complémentarité, il faut la voir sur la journée et pas nécessairement sur le repas. D'accord. Moi, j'ai une question que j'avais notée. De plus en plus de jeunes, enfants ou adolescents, font part à leurs parents de leur désir de ne plus manger de viande, ou en tout cas d'en manger beaucoup moins. Est-ce que vous considérez qu'il y a un risque à cela? Est-ce qu'ils peuvent être justement, pour en revenir aux carences, du fait de la croissance, est-ce qu'il y a un risque quelconque? Je laisse répondre Claude, mais enfin, je crois déjà répondu tout à l'heure. Hein. Mais par rapport aux jeunes en particulier, on a répondu en général, mais par rapport à... Écoutez, alors moi, je crois qu'il faut distinguer. Bon, moi, je serais prudent par rapport au régime végétalien, c'est-à-dire sans aucune protéine animale. On peut, même à tout âge, mais c'est assez compliqué d'avoir assez de protéines et le bon équilibre des protéines à tout âge si on est strictement végétalien. Bon, mis à part la question de la de la vitamine B12, je trouve ceux qui préconisent le véganisme disent ben, prenez des pilules de B12. Bon, un régime alimentaire qui oblige à prendre des pilules, quelque part, ça me choque un peu quand même. Voilà, donc, moi, je crois qu'il ne faut pas... écoutez, j'ai 2 enfants, j'ai une fille qui a 13 ans, qui adore la viande. Bon, ben, elle adore la viande, on ne va pas lui interdire de manger de la viande. C'est peut-être aussi une question de passer un âge, et puis je pense qu'il faut aussi un petit peu
tenir compte, surtout les enfants, les adultes, de tenir compte des envies, ça n'a plus de sens parce que l'alimentation est tellement, je dirais, déformée, mais tenir compte de ce qu'a envie de manger l'enfant quand il n'est pas encore totalement déformé par l'industrialisation de l'alimentation. Donc, là, le problème, c'était un enfant qui n'aime pas la viande, qui ne veut pas manger de viande. Et le parent de dire, ah, mais il va être carencé, etc. Mais non, mais s'il mange, oui. mange des produits laitiers, il n'y a pas de problème. Oui, il n'y a pas de souci. Et des œufs et des produits laitiers, il n'y a pas de problème. Oui, parce que voilà, la viande, c'est une chose, mais si on reste du côté animal, pour apporter des protéines, il y a les produits laitiers, il y a le poisson quand même. Il y a le poisson, voilà. Il y a le poisson. Le breton qui se réveille là. Ben oui, quand même. Il y a les produits de la mer. Il y a, bon, alors, les produits de la mer, le poisson, la céréale et les légumineuses, il n'y a vraiment aucun souci. On peut rassurer ce parent, même s'il a un enfant qui n'aime pas la viande, eh ben, lui au moins, il sera préservé quand même d'un gros risque qui, je l'ai dit tout à l'heure, hein, l'enfant mange globalement et surtout dans la restauration collective 2 fois trop de protéines par rapport à ses besoins animaux. Donc, il consomme beaucoup de graisses saturées. Donc, c'est une tendance au surpoids. Et le surpoids, dès le plus jeune âge, ça obère quand même la santé pour toute la vie. Hein. Donc, ce n'est pas un problème de ne pas manger de viande quand on est un enfant. Si on mange des produits laitiers, des œufs aussi, l'œuf, le jaune d'œuf, c'est quand même, pour moi un aliment roi, le jaune d'œuf quand même. Hein. Et puis, rapport qualité-prix, là, il rivalise avec le végétal, du coup, l'œuf. Hein. Mais il se trouve qu'un œuf avec une céréale ou une légumineuse, c'est un délice, quoi. Enfin, je ne sais pas, du point de vue nutritionnel, c'est parfait. Et du point de vue culinaire, gustatif, c'est aussi très bien. Tout à fait d'accord avec toi sur l'œuf, absolument pas de problème. On a parlé produits laitiers et il me revient d'ailleurs je crois qu'on n'a pas répondu à une question sur les laits végétaux. Christine nous a parlé de laits végétaux tout à l'heure. Oui. Ils sont les laits végétaux. Tu veux répondre? Les laits végétaux. Oui, vas-y. Dans le livre, on donne la recette. Hein, j'ai mis le truc, le moyen pour se faire des laits végétaux à la maison. C'est très simple. Hein. Et du point de vue nutritionnel, c'est très bien. Oui, on retrouve une grande partie des nutriments qui se trouvent dans la noix, enfin dans les amandes surtout. Et ça peut très bien être une bonne alternative au lait de vache si on a un problème de ténance au lait de vache, oui. Et puis ça fait d'excellentes recettes de cuisine. Effectivement, plutôt le lait d'amande que le lait de soja, quand même. Ah oui, oui. Oui, c'était ça. C'était par rapport aux apports nutritionnels des laits végétaux. C'est ça. Je peux en profiter parce que j'ai d'autres questions. Et comme il est déjà 21h36, il y a des personnes qui vont peut-être nous quitter. Alors, sur les céréales, il y a une personne qui nous dit que Marie Kaplan dit que les céréales sont inflammatoires et du coup qu'elle n'en prend pas. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que les céréales peuvent être inflammatoires? Puis sinon, il y avait une question aussi de Fabienne qui nous dit que son fils est végétarien pour des raisons éthiques et écologiques, hein, puisqu'il aime bien les animaux, mais qu'il attend avec impatience la viande qui serait faite en laboratoire avec des cellules souches. La viande cellulaire. Et voilà, du coup, peut-être qu'on peut aborder rapidement aussi ce sujet, parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de cette viande. On en parle en tout cas dans le bouquin, on en parle aussi. Oui, hein. Oui. On en parle. Je vais répondre là-dessus. Puis ensuite, on en parle pour en dire. Donc, on est à nouveau coupé. Donc, je vais répondre là-dessus. Et puis, quand le son reviendra du côté de. D'accord. Attends, non, là, il y a un problème. Ouais. Bon, je réponds sur la viande cellulaire et puis ensuite, quand le son reviendra du côté de Claude, tu répondras sur l'autre partie. Donc, la viande cellulaire, effectivement, ça va bientôt arriver sur le marché. C'est une quasi-certitude puisque c'est déjà sur les marchés du sud-est asiatique. Il y a des nuggets de poulet cellulaire, il y a des crevettes cellulaires, il y a aussi du lait, hein, des produits laitiers. Donc, le principe, c'est avec des cellules souches animales. On
dans les boîtes de pétri, puis en laboratoire, on obtient des tissus artificiels à base de cellules souches animales. Alors, donc, on a une sorte d'équivalent du point de vue biochimique, mais on n'a pas tout l'environnement nutritionnel qu'il y a dans l'aliment originel. Je parlais de l'importance, l'intérêt de ce qui accompagne les protéines végétales avec les nutriments protecteurs, les antioxydants, les fibres. Si vous avez recours à la viande cellulaire, vous aurez biochimiquement parlant une protéine, mais encore plus appauvrie en nutriments qui l'accompagnent et qui peuvent être protecteurs. Donc, de ce point de vue-là, on aggrave les dérives nutritionnelles que l'on a exposées tout à l'heure. Donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment une fuite en avant qui est encore beaucoup plus appauvrissante sur le plan nutritionnel. Alors, évidemment, le gros intérêt… Attends, je termine. Le gros intérêt, c'est de ne plus avoir affaire aux élevages. Donc, tous les effets secondaires pour l'environnement des élevages, la maltraitance, évidemment, de la condition animale, là, évidemment, du point de vue vegan, ça pourrait apparaître une très bonne chose, d'accord? Mais du point de vue nutritionnel, là, pour moi, c'est une fuite en avant scientiste, quoi. Hein. Non, puis en plus, c'est accentué… alors qu'elle est déjà très, très accentuée, la dépendance de notre assiette à l'industrie agroalimentaire, puisque tout ça ne peut être fabriqué que de manière totalement industrielle. Voilà. L'autre question avant, je l'ai oubliée, que Christine posait, c'était quoi? Alors là, il y en a une qui arrive. Dans une optique d'arrêter totalement la viande, ne serait-il pas aussi logique d'arrêter le fromage, dans le sens où, je vous la lis en direct, hein, dans le sens où pour produire du lait, il faut que l'espèce se reproduise. Si l'on prend l'exemple du comté, la vache velle pour produire de lait, il y a par la suite un circuit commercial autour du veau. Est-il possible de vivre dans une société où il y a seulement de la consommation de fromage sans consommation de viande? Disons… On peut en tout cas, d'abord il faudrait aussi, là je sais qu'en France c'est très malvenu de dire ça, mais tant pis, avec nos droits sans fromage, il faudrait réduire aussi la consommation de produits laitiers. Je ne dis pas de fromage, de produits laitiers. Je fais bien la différence, c'est-à-dire le lait nature, même les yaourts, moi je trouve qu'on en mange trop, enfin bref. Donc il faut réduire la consommation de produits laitiers aussi, moins que celle de viande. Et donc on peut faire des élevages, aujourd'hui la moitié de la viande produite en France provient de ce qu'on appelle les élevages, les bovins à viande, c'est-à-dire des animaux qui sont élevés uniquement pour la viande, qui ne donnent pas lait. C'est le bœuf, c'est les limousines, toutes les races à viande. Et ça, déjà, la moitié de la viande vient de là. L'autre moitié vient effectivement de l'élevage laitier, à la fois les vaches en fin de vie et puis les veaux mâles qu'on engraisse pour faire de la viande. Donc déjà, si on supprimait tous les élevages de bovins uniquement pour la viande, on diminuerait à peu près de moitié la production de viande de bœuf, enfin de bovins en tout cas en France. En plus, il y a une chose qu'on ne sait pas en général. Aujourd'hui, quand vous élevez un veau pour faire une vache laitière, vous allez le nourrir pendant 2 ans, entre 2 ans et 2 ans et demi, sans qu'il produise rien. Il va commencer à produire après le premier vélage, ce qui va arriver un petit peu après 2 ans. Et puis, il va faire, dans les élevages modernes, la vache va faire 2 ou 3 veaux en moyenne, et on la met dans l'abattoir parce que déjà, elle était tellement trafiquée par des alimentations qui ne lui convient pas, qu'elle a le foie qui est fichu, etc. Bon. Érodique, il a le foie. Et puis comme la consommation commence à baisser, la production, on les abat. Dans le temps, une vache, normalement, faisait 7, 8, mais disons 7 ou 8 veaux en moyenne. Donc, on n'avait pas à lui faire produire chaque année
un veau mâle pour faire de la viande. Donc la proportion de viande qui vient d'un élevage laitier dans lequel on prolonge la vie des vaches jusqu'à 9-10 ans, qui est tout à fait normal, qui est tout à fait habituel dans le temps, la proportion de viande par rapport à celle des produits laitiers, elle diminue énormément. Alors évidemment, si on dit on supprime totalement la viande, c'est un autre problème. Non, je voudrais simplement rajouter, parce que la question était très pertinente, c'est vrai qu'on était amené à parler, quand on parlait produits animaux, viande, hein, c'est vrai, mais il y a aussi les produits laitiers, et là aussi il y a une surconsommation et production de produits laitiers. Le procès que nous avons fait pendant une bonne partie de la soirée à la viande, on peut le faire aussi pour les produits laitiers. Donc la question de ce point de vue-là, moi je la reçois complètement. Maintenant, de là on n'a jamais dit qu'il fallait supprimer la viande, comme je ne dis pas qu'il faut supprimer les produits laitiers non plus. C'est l'excès qu'il faut combattre, qu'il faut réduire. L'excès. Donc, on réduit les excès et on compense par le végétal. Donc, le maître mot là-dedans, c'est le mot équilibre. On est dans un déséquilibre au profit de l'animal depuis l'après-guerre, en gros, depuis les Trente Glorieuses. Il faut revenir à un état d'équilibre. Alors, on peut aller un peu plus loin dans l'équilibre pour être déséquilibré végétal, pourquoi pas? On a dit les conditions pour ne pas se faire du mal et pour être en équilibre nutritionnel, même si on est très végétal, c'est possible. Hein, mais nous, ce qu'on prône avant tout dans notre livre, c'est de revenir à un état d'équilibre, y compris dans les recettes. Là, la soirée va bientôt être finie. Je regrette qu'on n'a pas eu à parler popote et recettes, parce que dans le bouquin, il y a quand même une part importante de recettes et pour justement passer à la pratique. Mais dans ces recettes, vous verrez qu'il n'y a pas que des recettes végétariennes ou végétaliennes. On a tenu à ce qu'il y ait quelques exemples de menus que je qualifie de mixtes, hein, où on a des protéines animales et végétales, et justement parce qu'on s'adresse à la grande, disons au grand public, et dans ce grand public, il y a encore beaucoup de gens qui sont très animales, et leur montrer que sans abandonner la viande, alors, ils peuvent avoir des recettes tout à fait classiques dans lesquelles ils auront de la viande, mais ils vont découvrir l'intérêt de manger du végétal, je dis au niveau gustatif, au niveau plaisir. Hein, par exemple, moi personnellement, j'adore le haricot rouge. Bon, et dans des recettes classiques dans lesquelles il y a la viande, il y a le chili con carne ou le bœuf carotte à haricots rouges, qui est une de mes spécialités et que j'adore. Bon, eh bien, quand on fait goûter cela à des gens qui sont très viandards, eh bien, ils sont contents. Et ils sont même contents de découvrir quelque chose qui est très bon en bouche, le haricot rouge, qui donne une sauce onctueuse avec la viande mijotée. Bon, voilà un exemple de menu mixte où on mange encore de la viande, mais moins de viande, parce que sachant qu'il y a même plus de protéines dans le haricot rouge que dans la viande, on va réduire le grammage du bœuf à braiser. On va manger moitié moins de viande, c'est déjà pas mal par rapport aux excès qu'on a dénoncés. Et on ne va pas être carencé parce qu'on va apporter un équivalent avec du végétal. Et tout ça, dans la marmite et ensuite dans la bouche, ça vous fait des mélanges savoureux qui vous font plaisir néanmoins. Et si je peux donner un autre exemple, il se trouve que je vis en Italie maintenant, c'est le spaghetti à la bolognaise. Donc, il paraît qu'en Italie, ça n'existe pas, mais peu importe. Bon, vous prenez n'importe quel bouquin de recettes, vous regardez les quantités par personne, 100 grammes de spaghetti et 100 grammes de viande hachée. C'est une aberration totale. Le plat originel, normal, c'est un plat de spaghetti avec une sauce, avec un peu de viande, c'est-à-dire au maximum 50 grammes par personne. Et au niveau gustatif, le résultat est strictement le même. Et peut-être même plutôt meilleur avec moins de viande, et vous avez divisé par 2 la consommation de viande. Voilà, donc dans le livre, au niveau recettes, hein, parce qu'il faut parler un peu recettes pour nos lecteurs là, potentiels, c'est qu'ils auront vraiment de tout. Et en termes de menus, on prône 4 types de menus. Les solutions, elles passent par là, surtout pour la grande, et notamment la restauration collective, là, qui font débat actuellement. Bon, il s'agit de varier les types de menus. Et pour nous, il y a 4 grandes
types de menus de plats principaux, puisque c'est le plat principal qui apporte les protéines en général. Vous avez le plat qu'on qualifie classique, c'est-à-dire celui avec de la viande ou du poisson, dans un produit animal qui apporte l'essentiel des protéines. Okay, et puis, vous passez ensuite, vous réduisez le grammage de moitié pour mettre du végétal à peu près à part égale. C'est le chili con carne, c'est le bœuf haricot rouge que j'ai cité, c'est la paella, c'est plein de produits, de menus en fait hyper classiques. Hein, mais on va réduire le grammage du produit animal, sachant qu'il y a des protéines dans le végétal. On qualifie ça de mixte. Maintenant, on parle de flexitarien, hein, celui qui réduit la viande pour manger un peu de tout. Bon. Et puis ensuite, on va aller plus vers le végétal. Là, on tombe dans le menu végétarien, où il y a encore des protéines animales, mais on les réduit, enfin, on les limite plutôt à l'œuf et ou aux produits laitiers, d'accord? Plus une céréale ou une légumineuse. Bon, et des légumes, bien sûr, parce qu'il y a toujours des légumes hein, pour accompagner tout ça. Et puis, on peut aller carrément du côté végétalien, où on va associer une céréale et une légumineuse pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, plus des légumes. Et les fruits à coque, on n'a pas beaucoup parlé de cela, mais on peut faire d'excellentes recettes en saupoudrant de noisettes, d'amandes ou de noix de cajou. Le noix de cajou et le camout, j'ai une recette de couscous de camout avec des noix de cajou. Je ne vous dis que ça. Pour moi, c'est un de mes recettes préférées, ça. Au niveau gustatif, hein, c'est absolument délicieux. Voilà. Donc, quatre grands types de repas qu'on alterne, qu'on varie sur la durée, sur la semaine, sur le mois. On va revenir aux recettes tout à l'heure, mais il y a une question quand même qui est restée sans réponse. Je vois que Christine nous met des photos je le des reconnais, recettes ça dans c'est le livre. un tartare de cabillaud et de saumon, avec Alors, des lentilles. On y reviendra tout à l'heure. Il y a une question qui est restée sans réponse et qui était quand même intéressante. C'était sur le côté inflammatoire des céréales. On n'a pas répondu, il me semble. Oui, ça vient d'un bouquin, parce que Madame Voilà, Kaplan… Oui, non, mais on rentre Oui. dans les systèmes, dans les régimes. Alors, vous avez les crudivores, vous avez les frugivores, vous avez tout ce que vous voulez. Claude, est-ce que vous pouvez peut-être essayer de couper la vidéo et de garder juste le son? Peut-être qu'on vous entendra mieux, parce que là, c'est très haché. On va essayer, on va faire un essai. La vidéo, voilà. Voilà, bon, on vous entend. Ouais. Ah, d'accord. Bon, on ne vous voit plus, mais on rebranchera tout à l'heure. C'est pas grave. Oui, non, mais je ne sais pas ce qu'on pense Lilian, mais moi je trouve que c'est une théorie de gens pour moi, qui ne reposent sur rien. Je ne peux pas dire autre chose. Il y a peut-être des gens pour qui il y a un problème d'inflammation par les céréales, mais c'est plutôt un problème pathologique et des cas particuliers. Enfin, je laisse le médecin répondre que moi. Oui, c'est ça. Il y a des problèmes de tolérance individuelle, d'accord? Et il y a des gens qui ont fait des bouquins qui sont qui sont devenus des références à partir de leur cas personnel ou de quelques cas qu'ils ont pu constater. Ils en ont fait une généralité. Et ça c'est vraiment, il faut se garder de tout ça. De toute façon, il faut faire en fonction de soi aussi au final, hein. Et on peut très bien avoir des problèmes avec un aliment, quel qu'il soit, et notamment certaines céréales, pas toutes en général, hein, et donc, si vraiment on constate qu'il y a un problème, eh bien, on fait une éviction au moins sur une semaine, et là on saura de quoi il en retourne. Et ce que je viens de vous conseiller là, c'est vrai pour tout aliment, parce qu'il y a beaucoup d'aliments qu'on mange par habitude, on ne se sent pas très bien, mais on ne veut pas changer d'habitude. Mais si on était un peu plus critique et observateur par rapport à son propre comportement et aux réactions de son corps par rapport à ce que l'on fait, notamment vis-à-vis du manger, eh bien, on pourrait peut-être être beaucoup mieux en évitant certaines choses, pour l'alimentation comme pour le reste d'ailleurs. Bon, et donc, c'est vrai qu'alors, pour ce qui est des céréales, ce qui peut être vraiment irritant, c'est le fait qu'elles soient pas du tout raffinées, disons brutes, trop brutes. Et là, effectivement, il peut y avoir des enveloppes de céréales qui peuvent avoir un caractère irritant, mais couramment, ça se trouve pas. Même les céréales complètes, elles sont déjà un peu, comment dire,
on leur éliminait une partie des éléments qui peuvent être irritants. Et d'une façon générale, aller commencer par les céréales semi-complètes plutôt que complètes. Ça c'est une certitude. Hein. Et donc, du coup, là, il n'y a aucun problème, aucun risque à craindre. Bon. Maintenant, on peut avoir des problèmes de tolérance vis-à-vis de tel ou tel aliment. Et ça, c'est vrai pour tout aliment. D'accord. Je vois qu'il est déjà 21h50. Christine me dit qu'il y a encore plein de questions. Que peut-on faire? Ce qu'on n'a pas dit quand même, excuse-moi Christine, c'est que dans ce livre dont vous parlez, il y a toute une première partie généraliste sur les protéines, mais il y a effectivement une deuxième partie avec 150 recettes. Donc Christine nous a montré un peu des photos tout à l'heure. Il y a des entrées, des soupes, des desserts, des plats complets, des plats uniques. Des plats uniques, ouais. Voilà. Donc, c'est aussi un manuel qui est tout à fait pratique pour savoir utiliser intégrer les protéines végétales dans ses repas. Et pour beaucoup de recettes, il y a des déclinaisons, il y a des variantes. Ce qui fait qu'à partir de 150, 200, je ne sais plus, ça en fait beaucoup plus en fait. Et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est fait pour stimuler la créativité du cuisinier amateur. Hein. Et moi, j'aime bien cuisiner, je pense que vous l'avez compris. Et justement, ce que j'aime dans la cuisine, c'est que ça offre, ça donne libre cours à son imagination à faire de saines expériences, quoi. Hein. Comme quand on bricole, quand on jardine, on peut se livrer à des petites expériences qui sont parfois et très souvent même des réussites. Et ça, c'est pas rien pour le plaisir que ça apporte. Christine? Oui, bah, en fait, c'est vrai que il commence à se faire tard. En fait, ce qu'on peut vous dire, amis internautes, c'est qu'il y a des questions auxquelles on n'a pas pu poser. J'attendais de regrouper en fait par thématique. Donc, il y en a certaines sur les politiques agricoles, l'installation des producteurs en France, auxquelles on n'a pas répondu là. Mais Lilian Le Goff et Claude Aubert on vous répondra sur le fil d'actualité sur la page Facebook aux différentes questions auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre. Je trouve que c'est sympa aussi de finir sur cette petite note gustative. Voilà. En tout cas, merci à vous. Claude, moi, j'ai une dernière question. Lilian, il a en partie répondu. Je voulais vous demander à chacun quel était votre plat préféré en matière de protéines végétales. Pour conclure, votre plat préféré, votre recette préférée, pour conclure sur une note gustative. Bah, j'ai déjà donné une réponse, mais enfin j'en ai plein à donner. Hein. Oui, c'est ce qu'on a cru comprendre. Claude. Moi, j'ai deux recettes que j'aime bien. C'est, alors, encore resté en Italie, la ribollita, qui est une soupe de haricots, en fait. Avec tas d'autres choses, mais qui est très facile à faire, qui est vraiment délicieuse. Et une autre, là, qui revient aussi un peu en France, qui est la soca, qui est une galette, où on peut dire, on peut en faire en crêpe, de farine de pois chiche. J'adore le pois chiche. Et c'est une manière universelle dans tout le bassin méditerranéen de manger la soca. En Italie, ça s'appelle la farinata. En Algérie, ça s'appelle la calentica. Peu importe, c'est une chose simplissime. Vous prenez de la farine de pois chiche, un peu d'huile d'olive, de sel, et puis vous faites soit cuire ça au four dans un plat, un moule à tarte, soit carrément en crêpe. C'est très bon marché, très facile, très bon à essayer, à mon avis. Il y a la recette dans le livre, hein, de toute façon. Enfin, il y a les deux recettes dans le livre là, que vous avez citées. Ouais, je pourrais donner une petite recette toute simple à base de… Alors, ça amène à utiliser les flocons. On a parlé de grains ou de graines, d'accord, mais il y a un traitement sous forme de flocons et on peut trouver maintenant assez facilement et notamment évidemment dans les magasins bio beaucoup de céréales et de légumineuses sous forme de flocons et c'est vraiment très pratique pour faire des recettes très simples. Et par exemple, une recette de galettes, hein, un duo de galettes de flocons de quinoa et d'azuki,
D'accord, azuki, c'est un petit haricot rouge, et de quinoa. Donc, vous faites des galettes, mais végétaliennes. Hein. Il y a même pas de lait, pas d'œufs. Vous râpez des pommes de terre, vous les mélangez avec des échalotes émincées, des fines herbes. Et puis, pendant ce temps-là, vous aurez mis à tremper vos flocons dans du lait. Ça peut être du lait de vache comme du lait végétal, hein, comme vous voulez. Mais disons du lait végétal, d'amande par exemple, hein, ou de riz, pour être purement végétalien. Bon. Et puis ensuite, vous mélangez vos flocons qui ont trempé pendant 5-10 minutes dans votre pomme de terre râpée avec des fines herbes, échalotes et des os, etc. Et bon, ensuite, vous mixez bien ça, enfin même à la main, c'est pas la peine d'avoir un mixeur. Et puis ensuite, vous allez, avec des cercles de pâtisserie, faire des petites galettes que vous allez saisir à l'huile d'olive dans une poêle tip-top, de chaque côté 30 secondes d'un côté, 30 secondes de l'autre. Vous recommencez une deuxième fois et vous arrêtez quand c'est doré. Il ne faut pas trop cramer, évidemment, hein, juste doré, croustillant. Et vous mangez ça une fois que ça a un peu refroidi avec une petite sauce à votre manière. Et il y a plein de sauces décrites dans le bouquin aussi, hein, avec une petite salade verte. Et voilà, c'est un régal. C'est très simple, c'est très vite fait, c'est purement végétalien et néanmoins du point de vue nutritionnel, là, vous avez tout. Ça fait partie des plats uniques. Et ben D'accord? voilà, Ben voilà. il n'y a plus qu'à. Eh ben, écoutez, on pourrait continuer comme ça longtemps, mais il va quand même falloir qu'on s'arrête. Donc, merci beaucoup. Donc, je rappelle à toutes les personnes là, qui n'ont pas eu de réponse en direct à leurs questions que sans doute vous leur répondrez par écrit. Le live va être disponible en replay de toute façon dans les jours qui viennent. Et puis, bah, voilà, merci beaucoup et bon appétit pour les prochains repas aux protéines végétales. Au revoir. Merci. Au revoir, bonne soirée. Merci et bonne soirée.